Salut à toutes et tous. Donc, Poutou, c'est moi. C'est pour répondre aux inquiétudes. Donc oui, le LPR est candidat à cette élection présidentielle. Donc pour nous, c'est évidemment une bonne nouvelle. On est passé de près à côté, hein. On a eu de grosses difficultés à obtenir ces parrainages-là, donc là on a réussi l'examen, on y est, mais on s'aperçoit que même en y étant, on n'est toujours pas traité de la même manière, en tout cas on n'est pas considéré comme à égalité avec les autres candidats. Et bon, on va pas se vexer pour autant, hein, mais ça montre aussi tout le système profondément antidémocratique, c'est qu'on n'arrive jamais à être traité comme tel, et c'est vrai que ça pose des problèmes de crédibilité. En tout cas, ça en rajoute, hein, sur cet aspect que finalement il y aurait vraiment des candidats moins utiles que d'autres, moins légitimes que d'autres, alors qu'on a tous, soi-disant, obtenu donc, cette barrière qui nous met dans la cour des vrais candidats à la présidentielle. Donc bon, on y est et on sait qu'on a une autre bataille à mener maintenant. Bon, ces 5 semaines, a priori, d'une visibilité plus importante que d'habitude, parce que ces mois précédents, on a ramé dans la discrétion quasi absolue. Là, maintenant, on sait qu'on a des espaces médiatiques. La preuve, vous avez vu, hein, il y a quelques caméras, des photographes, des micros. Enfin bon, on est bien entouré hein, maintenant, enfin en tout cas un peu plus qu'à une certaine époque. Et c'est vrai que ces 5 semaines-là, pour nous, en tout cas, c'est au minimum l'occasion de faire entendre nos idées, notre voix, de faire entendre autre chose, la contestation de cette société-là. Puis comme ça a été dit à cette tribune-là, c'est aussi l'envie d'exprimer nous-mêmes directement à la fois nos souffrances, hein, nos difficultés, le ras-le-bol qu'il y a de l'exploitation, de l'oppression d'une société qui devient à la fois de plus en plus inégalitaire, mais aussi de plus en plus violente. Hein. Les rapports sociaux sont tendus, on voit bien partout à tous les niveaux que ça devient très difficile, donc on veut faire entendre ça nous-mêmes, le dire nous-mêmes, parce qu'on ne voit pas pourquoi d'autres politiciens pourraient le faire à notre place, ou en tout cas, et on le voit, ils ont la prétention de parler à notre place, hein. Vous avez vu ou entendu, les Français pensent que, les Français veulent que, bon, nous on a toute autre chose à dire, donc autant le faire nous-mêmes, et c'est un peu la première raison en fait de notre présence à cette élection-là, parce que pourquoi on y tenait. C'était de dire qu'on a intérêt à prendre nos affaires en main, à faire de la politique nous-mêmes, et au-delà de ça, à nous organiser nous-mêmes et à mener des batailles nous-mêmes. Bon, c'est tout ça qui est important pour nous. Donc ça a compté, c'est passé un peu la première raison de notre participation à cette campagne-là. Parce que, enfin, je dis ça parce que c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, parce qu'on considère que les élections, ça ne change pas la vie, et on est quand même dans les élections. D'ailleurs, il y a des débats toujours, est-ce que ça vaut le coup de participer à des élections qui ne changent pas? On a bien vu comment tout est foiré, comment tout est un peu trafiqué. Mais ceci dit, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'être là, parce que il n'y a aucune raison de rater ce rendez-vous-là, qui est un rendez-vous démocratique, un rendez-vous politique, un rendez-vous d'ailleurs, même le seul rendez-vous, le plus gros rendez-vous, puisque c'est quand même là où la population en général s'intéresse un peu plus à la politique, parce qu'on est quand même censé choisir notre président, hein, celui qui est le responsable du pouvoir, en tout cas le responsable de la politique qui va être menée dans les années qui viennent. Donc c'est un moment où ça discute, c'est un moment où ça s'intéresse, et autant être là, et même sans avoir la prétention d'être la réponse au peuple, et sans avoir la prétention d'avoir un rendez-vous avec le peuple, hein, parce que vous avez vu que c'est quand même très personnalisé, et puis c'est quand même moi-je, et voilà, donc d'ailleurs à ce propos-là, c'est pas moi Poutou qui se présente au suffrage, hein, c'est un parti politique avec un programme, avec des idées, puis avec une révolte contre la société, donc moi je suis en quelque sorte un porte-parole de tout cela, c'est pour ça que c'est pas mon programme qui sera présenté ou que je vais essayer de présenter, mais c'est le programme de notre organisation politique, un programme contestataire anticapitaliste. Donc c'est important d'être là pour cette raison-là, et il n'y avait vraiment aucune raison d'être absent, et puis de faire des complexes, parce qu'en fait, quand on arrive là, on essaie de nous mettre dans cette situation, mais de nous mettre avec des complexes, quoi. Finalement, est-ce qu'on a raison d'être là? Tout est fait pour pas qu'on soit à l'aise en fait. Et c'est vrai que c'est pas souvent évident quelle posture on peut avoir, parce que évidemment vous avez vu les sondages, les sondages c'est terrible, parce que maintenant il y en a tous les jours, ou même quasiment 2 fois par jour, hein, où on est à 0,5 ou à 1, enfin je vous parle de ça, c'est pas pour démoraliser, hein, c'est pas pour dire que vous soutenez le mauvais cheval, hein, mais n'empêche que il y a quand même une pression qui est mise, c'est-à-dire que plus ça va, plus on nous dit, regardez, voilà, il y a des petits, d'ailleurs il y a même des débats organisés sans nous, parce que c'est tellement inutile tout ça que finalement on fait ça avec ceux qui ont un petit peu de chance de gagner. Mais c'est vrai que tout ça, ça crée une ambiance, et ça renforce dans une ambiance où finalement,
Mais autant s'intéresser directement à ceux qui ont une chance de gagner. Et du coup, en faisant comme ça, on croit que c'est utile. D'ailleurs, ça s'appelle le vote utile. Vous savez, à tous les niveaux, on nous apprend qu'il faut voter utile, donc il faut voter pour les gros. Et puis les petits, on peut juste les regarder en rigolant ou les entendre un peu des fois. Mais c'est important aussi de mener cette bataille contre ça. Parce qu'en fait, derrière cette idée-là, on en vient finalement à ne plus voter pour ses propres idées, à ne plus voter pour son camp social. Et on nous apprend, et c'est vrai que ça fait longtemps, mais ça continue encore, on nous apprend finalement à voter pour d'autres qui ne sont pas tout à fait terribles, qui ne sont pas vraiment, c'est pas le vote du cœur, c'est pas... Mais voilà, donc on nous explique que c'est comme ça, c'est rationnel, il faut voter pour ça. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous on a une bataille à mener, une supplémentaire à mener, c'est d'essayer de rendre crédible à la fois notre présence à cette élection-là, notre projet politique ou notre programme politique, et rendre crédible cette idée que, ben oui, on peut être salarié, on peut être gens d'en bas, on peut être non politicien professionnel, donc a priori non spécialiste de la politique, parce que c'est quand même comme ça aussi que les politiciens se présentent, c'est quand même des pros, les pros, bon ben voilà, ils savent faire, ils ont une expérience, on va pouvoir un petit peu en discuter de leur expérience, mais voilà, donc c'est aussi l'importance qu'il y a ça, de part en bas, de discuter de ça, de dire qu'il faut qu'on fasse de la politique, qu'on s'intéresse à la société, qu'on en discute, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, et qu'au-delà de cette idée-là, c'est comment on peut, notre camp social, se réarmer et se reconstruire des liens, retrouver une conscience collective, une conscience de classe, mais surtout une conscience collective, c'est-à-dire voilà, comment on peut, nous ensemble, s'en préoccuper, et puis petit à petit, retrouver de la force, et cette force-là, va nous servir à résister d'abord, et puis elle nous servira à nous battre, et à chercher à changer le rapport de force pour imposer des réponses politiques qui soient à l'opposé de ce qu'on nous baratine depuis longtemps ou de ce qu'on nous impose depuis longtemps, donc des véritables politiques sociales avec des revendications de progrès social, avec des revendications qui discutent clairement du partage des richesses, et même au-delà du partage des richesses, de discuter d'une économie qui doit être au service de la population, et donc au service de la population, on s'en rend bien compte, ça pose le problème du contrôle de la population sur tout ça. On n'a pas envie de se faire débarquer, encore une fois, on n'a pas envie de se faire voler quoi que ce soit, donc c'est tout ça qui est en discussion, et derrière cette discussion-là, c'est la question d'une prétention, c'est la nôtre aussi, c'est notre ambition, mais ça, c'est pas une ambition personnelle, ou c'est pas une prétention personnelle, c'est même pas une ambition d'un parti comme le nôtre, le NPA, c'est discuter de comment un camp social, il peut retrouver du pouvoir, il peut retrouver de la force, et donc c'est toute cette ambition-là qu'on veut discuter, donc collective, et puis donc du coup, d'une bataille politique qu'il faut mener, d'une confrontation qu'il faut mener contre un camp qui dirige la société, contre une élite, on peut appeler, après il y a plein de noms, vous avez vu, une oligarchie, enfin voilà, mais en tout cas ça s'appelle avant tout, en tout cas ça peut être défini le plus simplement par l'idée qu'il y a un camp social qui dirige cette société-là, qui la dirige parce qu'elle possède l'économie, et parce qu'elle a suffisamment d'argent pour se payer toute une caste de politiciens à son service, et voilà, et on a droit à ça. Donc le portrait de cette caste de politiciens, c'est terrible parce que c'est pas du scoop, on connaît ça depuis des années, mais là quand même on y a droit à puissance 10 depuis le début des élections. Ce sont les affaires qui se multiplient, donc des affaires qui touchent un peu tout le monde et qui touchent la droite évidemment, c'est quand même Fillon qui a inauguré le feu d'artifice, mais on a vu que du côté du PS il se passe des choses pas mal, et puis du côté de l'extrême droite, du côté de Le Pen, de ce parti qui se présente comme différent des autres, qui fait de la politique différemment, qui lui est vraiment préoccupé par la population, par les plus pauvres, par le peuple français. On voit que ces gens-là font de la politique exactement de la même manière, qui trichent, qui volent, qui mentent, et on voit aussi que ce milieu-là, ce Front National-là, parce que je commence par lui finalement, le Front National, qui est lié au milieu d'affaires, à des milieux patronaux, à des milieux véreux, puis qui pique l'argent dans les caisses publiques. Là, c'est pas le Parlement ici, mais c'est le Parlement européen, et qui est pris dans des affaires judiciaires de financement de campagne, de financement illicite de campagne, de paradis fiscaux, enfin voilà. Donc on voit la succession d'affaires, et puis on s'aperçoit que plus ça fouille, plus ça trouve des choses. Et donc voilà, on est dans cette extrême droite-là. Et puis on est évidemment avec un parti socialiste, là c'est Bruno Le Roux, on va pas en parler plus que ça, parce que monsieur est honnête, vous avez vu, il est honnête, il a démissionné. C'est chouette, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il aurait dû être honnête un petit peu avant, ça aurait été plus utile. Mais voilà, c'est aussi ça que ça caractérise ce milieu de politiciens, et puis surtout, Fillon, alors Fillon, je sais pas, j'ai pas suivi les journées du jour, ça évolue vraiment beaucoup, donc je sais pas s'il y a du neuf, mais il y a eu, après on se mélange un petit peu, parce qu'il y a les emplois fictifs, et il y a les costards qui sont vrais, je crois, ou l'inverse. Et puis là maintenant c'est des histoires d'entremetteurs entre Poutine et le milliardaire libanais, c'est des histoires de faux, d'usage de faux. Alors
qui ont été découverts dans des réquisitions au Parlement. Enfin, bon, maintenant, la nouvelle défense de Fillon, ah mais non, c'est pas la nouvelle, ça reste là, toujours la même, c'est qu'il y a un complot contre lui. Hein, vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, c'est un complot. Là, ils en sont presque sûrs, le complot, ça vient de Hollande. Hein, c'est lui qui manipulerait tout ça. Bon. Ben voilà, donc bon, on va pas en parler des heures de ça parce que c'est quand même là, par contre, c'est quand même bien médiatisé et puis on voit un peu tout ça. Mais voilà ce que c'est que ce monde-là. C'est un monde de tricheurs, de voleurs, mais c'est un monde de menteurs. Et après, on se dit, mais comment ils peuvent se présenter candidats, comment ils peuvent se présenter comme des gens crédibles, légitimes. Voilà, et on en est là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on voit bien aussi qu'en face, ça suscite beaucoup de colère, d'écœurement. Mais le truc qu'il va falloir qu'on arrive à trouver nous, parce que c'est comment on se sort de ça, parce que là aujourd'hui on a envie de dire merde à tous ces gens-là, on a envie de dire cassez-vous, dégagez, enfin il y en a qui le disent très bien aussi, mais après comment on trouve une solution à ça, parce qu'on voit bien que quelque part il y a toujours de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on voit cette casse-là qui est installée, on voit, et on sait que derrière il y aura d'autres histoires, on sait que c'est loin d'être fini, on sait que de l'argent il y en a, ils se le partagent entre eux, puis ils confondent allègrement les caisses privées, les caisses publiques, enfin bon, on sait que ça marche comme ça. Mais après, comment on s'en débarrasse vraiment et comment ça change vraiment? Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui à résoudre. Donc dans cette campagne-là, ben, évidemment qu'il y aura une grosse partie qui sera là pour dénoncer cette casse-là et dénoncer ce système capitaliste-là. Mais après, la question qui va nous être posée et qui nous sera toujours posée, c'est bon, mais maintenant il y a urgence à faire autre chose. Et donc ça pose le problème du rapport de force et donc de ce que nous on sera capable de faire et donc de notre propre intervention collective pour changer les choses radicalement et profondément. Donc ça, c'est un aspect de la campagne. Après, évidemment que derrière les agissements de ce monde de politiciens, derrière ces histoires de corruption, il y a un camp social qui est pas loin, qui est même juste là, parce qu'en fait tout l'argent il vient aussi de ce camp social-là qui se gave. Mais alors, voilà, c'est un enrichissement éhonté des capitalistes en général, de ce milieu de la finance, de ce qu'on appelle les possédants, hein, de ceux qui dirigent l'économie. Là, il y a quelques chiffres qui sont terribles. Hein, c'est les profits des entreprises du CAC 40. Vous avez peut-être vu, là, c'est tout récent, c'est la semaine dernière. Parce que bon, vous savez qu'on est en crise, hein, une crise terrible, hein, où il n'y a plus d'argent. Il faut serrer la ceinture, mais n'empêche que les entreprises du CAC 40, donc c'est 74, et quelques, je ne me rappelle pas, donc on va dire 75 milliards d'euros de bénéfices pour l'année 2016. C'est une augmentation, mine de rien, de 31% par rapport à l'année précédente. On peut aussi discuter des dividendes distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40, pareil, des plus gros. Donc c'est 57 milliards, ou enfin 56 dans ces zones. Excusez-moi, je ne citerai pas toujours les chiffres exacts, mais à la limite, quand on discute milliards, s'il y en a un peu après la virgule, ça ne change pas énorme. Hein. Mais bon, 56 ou 57 milliards d'euros distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Hein, ce sont les revenus aussi des dirigeants qui sont énormes. Donc on voit quand même cette capacité d'accumuler des richesses. Et puis il y a toutes ces histoires de fraude fiscale, d'évasion fiscale, parce que d'un côté il y a ce qui est déclaré, de ce qui existe, et puis il y a tout ce qui est détourné. Donc c'est à peu près ça, ce sont des estimations, parce qu'en fait, évidemment que les capitalistes sont pas cons, ils nous disent pas, tiens, on a caché ça, voilà, c'est ça, ils rendent pas des comptes. Donc forcément, c'est des estimations, et notamment le syndicat solidaire qui estime que c'est 600 milliards d'euros d'avoirs français qui sont disséminés dans les paradis fiscaux. Ces 600 milliards d'euros français, c'est à peu près un peu plus de 300 milliards qui viennent directement des entreprises françaises, et un peu moins de 300 milliards qui viennent de particuliers, enfin des plus de riches français particuliers. Donc c'est quand même énorme, et ce qui représente un manque à gagner pour l'État français de 80 milliards d'euros, parce que ce qui est caché, ce qui n'est pas déclaré ici, évidemment ça ne rentre pas par le biais de la fiscalité, et donc voilà, 80 milliards d'euros qui ne rentrent pas. Donc ça c'est aussi une forme de richesse, ils ont tellement d'argent que bon, mais maintenant il faut qu'ils le cachent. Et puis là tout récemment encore une fois, c'est aussi ce que possèdent les milliardaires en France, ils étaient milliardaires mais ils sont encore plus milliardaires, et donc là aussi ça augmente énormément, donc il y a des chiffres comme ça. Donc c'est pour dire quand même que des richesses il y en a énormément, de plus en plus, et en fait des fois on se dit mais comment ça se fait, parce qu'on nous explique donc finalement il n'y a pas le choix, il y a le chômage, il faut même baisser les indemnités des chômeurs parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Vous avez vu que la sécurité sociale aussi c'est en danger, il y a un trou, le trou il est autour de, je crois encore, il date c'est la semaine dernière, mais enfin c'est pas loin de 10 milliards d'euros de trous dans les caisses, donc à cause de ça vous avez vu, voilà, il va falloir encore faire des réformes, la santé gratuite pour tous c'est plus possible, il va falloir maintenant trouver des moyens de rembourser, enfin
de réduire le tout. Donc on a tout ça, on a des difficultés de logement, on a des difficultés donc de se soigner évidemment, avec des justifications de démantèlement des services publics, parce qu'encore une fois il n'y a pas les moyens, donc c'est moins d'hôpitaux, c'est moins d'écoles, c'est des bureaux de poste qui disparaissent, c'est du côté de la SNCF aussi des politiques de rigueur qui sont terribles. Donc tout ça justifie au nom du déficit, au nom du fait qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a pas les moyens. Et ça n'arrête pas, parce que dans l'entreprise, on a, là où on bosse, quel que soit le secteur où on bosse, que ce soit public, privé, petite ou grosse entreprise, on a droit au même discours d'austérité, de rigueur. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut baisser les salaires, ou quand ça licencie, les patrons s'excusent presque, on est obligé de licencier, ou on est obligé de supprimer des emplois. Et donc du coup, c'est moins de monde au boulot, et le peu qui reste, on peut dire qu'ils ont la chance de garder leur boulot, mais la chance de garder son boulot, ce sont des dégradations considérables des conditions de travail, c'est l'intensification du travail, c'est la charge physique du travail, mais aussi la charge mentale, des pressions, le harcèlement des chefs, de l'encadrement. Mais partout, on assiste à peu près aux mêmes choses. Bon, ce qui a été décrit et qui se traduit par des choses dramatiques, parce qu'on a les suicides des salariés pour cause de travail, pour cause de harcèlement ou de dégradation des conditions de travail. Mais c'est aussi des maladies professionnelles qui explosent. C'est aussi les burn-out. On a vu notamment dans la santé, dans les hôpitaux, des infirmières ou des aides-soignantes qui racontaient ça, qui sont dans des situations insupportables, et ça craque et ça arrête le boulot. Enfin voilà, donc c'est aussi ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui tout le long de l'année. Et c'est le résultat donc, de ce qu'on nous explique comme inévitable, c'est que finalement on est obligé d'en passer par là, on est obligé de mener des politiques qui visent à serrer la ceinture de tout le monde, et voilà, et on en est là, dans ce tableau-là, et en même temps on voit ces richesses-là, et du coup on essaie de se dire mais quel est le lien ? Comment on peut expliquer ça, comment on peut nous justifier des politiques comme ça, alors qu'en réalité il y a un luxe incroyable et des fortunes incroyables qui se montent. Et c'est là où on voit que la politique de compétitivité, finalement, c'est un sacré mécanisme bien mis en place pour justifier le détournement des richesses, un vol des richesses, l'accaparement des richesses au nom d'une crise. Et finalement, donc, on voit des inégalités sociales qui explosent. Et puis un camp social qui s'enrichit de plus en plus, et à côté de ça, qui est de plus en plus arrogant. Et donc après, à côté de ça, on voit aussi un niveau de corruption qui doit se généraliser dans le milieu des politiciens. Mais c'est ce camp-là. Et un camp qui aujourd'hui a l'arrogance de continuer à s'expliquer les mêmes choses. Et donc nous, notre problème, c'est de dénoncer ça et de trouver les moyens de contester, de combattre ça. C'est pour ça qu'on met en avant un programme politique. Alors un programme politique qui n'a pas le sens qu'il peut avoir dans la bouche d'autres candidats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une liste de promesses qu'on fait comme ça, si on est élu, on fera ça, et puis quand on sera élu, on les oubliera, les promesses. C'est surtout l'idée de trouver des solutions politiques ou des réponses politiques à la situation catastrophique aujourd'hui pour notre camp social. Et on met en avant ce qui peut apparaître simple pour nous, ce qui peut être basique ou de bon sens, qui surprend pas mal de gens. On a vu pas mal de questions là-dessus, d'ailleurs dans les médias, où on me dit mais quand même vous êtes fous, vous dites des choses qui ne sont pas réalisables et tout ça. Mais c'est là où c'est terrible, c'est qu'en fait dès qu'on discute d'un progrès social, ou dès qu'on discute d'une réponse à la misère ou à la précarité ou au chômage, ça devient irréaliste ou ça devient utopique. Alors que finalement, qu'un Arnaud il ait 40 milliards dans son coffre-fort, là ça paraît presque normal, ou en tout cas, bon, c'est pas utopique. Le fait est que c'est pas utopique puisque ça existe. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que tout est inversé. Et on ne peut plus discuter aujourd'hui du progrès social sans se faire taxer donc d'utopique. Et c'est tout le problème qui est posé pour nous, c'est comment on arrive à remettre ces idées-là en avant, et tout en expliquant que c'est certes utopique parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'on n'a pas le rapport de force pour l'imposer, mais ça devrait être la moindre des choses dans une société. C'est d'arriver à refuser le fait qu'il y ait des gens qui soient dans la galère, des gens qui n'arrivent pas à se soigner ou à se loger, ou qui n'arrivent pas à avoir un boulot. Donc ça, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Le minimum aujourd'hui, c'est la vie décente pour tout le monde. Donc ça passe par un emploi pour tout le monde. Donc ça passe par le combat immédiat contre le chômage et la précarité. Et donc c'est l'interdiction des licenciements. Voilà, ça paraît simple. On arrête les suppressions d'emplois dans les services publics et on embauche massivement pour justement redévelopper les services publics, relancer, redévelopper tout ça. Donc c'est cette réponse-là, premièrement. Deuxièmement, c'est la réduction du temps de travail aussi. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que le seul moment où il y a eu une augmentation des embauches, c'était au moment des 35 heures. Aujourd'hui, il faut continuer, mais aller beaucoup plus fort. C'est-à-dire que nous, on discute des 32 heures, bon, c'est dans les affiches, ça. Mais en réalité, ça pourrait être certainement beaucoup plus, ou en tout cas beaucoup moins d'heures, réduire plus et travailler moins dans la semaine. Mais c'est l'idée toute simple de répartir le travail entre toutes et tous. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui galèrent au chômage, d'autres qui galèrent au travail, donc il faut partager le travail entre toutes et tous, et c'est une réduction du temps de travail hebdomadaire
couplé au retour à une retraite à 60 ans, et même une retraite à 55 ans pour les boulots plus pénibles. Mais ça, il faut arriver à oser le dire, et l'assumer, et pas culpabiliser, parce que c'est vrai que quand on dit ça, on dit mais quand même, c'est pas sérieux, parce que c'est nous qui sommes pas sérieux quand on discute d'une retraite à 60 ans ou de la réduction du temps de travail. Par contre, Fillon, lui, il est sérieux quand il discute de 500 000 emplois de fonctionnaires qu'on pourrait supprimer. Ou même de discuter d'une retraite à 65 ans ou 67 ans, tout ça, ça surprend pas tant que ça finalement. On est tellement habitués que ça va dans ce sens-là que finalement eux ils sont sérieux en disant des choses comme ça et que nous on serait pas sérieux en affirmant le contraire. Donc c'est là aussi on se rend compte qu'il y a toute une bataille idéologique à mener, qui est à la fois une bataille politique évidemment, mais c'est cette bataille de rendre crédible tout ça et de relancer la machine dans l'autre sens. C'est qu'en fait oui, il faut relancer les batailles pour l'amélioration des conditions de vie pour tout le monde, et donc c'est à la fois le temps de travail et c'est aussi les revenus. Les revenus, c'est là aujourd'hui il y a un SMIC à 1100 €, 1100 et quelques, mais en réalité il y a quand même énormément de gens qui vivent avec beaucoup moins que ça, puisque le seuil de pauvreté il est à 900 €, enfin là pareil je vous dis ça, mais c'est à peu près ça, 900 €, et qu'on a 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, hein, des gens qui vivent avec 600, 700 €, des gens qui ont du boulot, mais là on parlait des jeunes qui n'arrivent pas à bosser, qui font des temps partiels et tout ça, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des moins jeunes, et même des vieux, hein, des vieux, c'est pas du tout dévalorisant, hein. Enfin, moi je suis même dans la catégorie plutôt des vieux en ce moment, mais il y a aussi des tas de gens qui vivent avec très peu, précaires, et qui vivent abîmés par des années de travail, et puis des retraités qui ont des pensions de 600, 700 €, 800 €, enfin tout ça c'est dramatique. Donc la question qui est posée évidemment de suite, c'est l'urgence de mettre en place un revenu garanti qui soit décent. Et un revenu garanti décent, c'est au moins 1700, 1800 € net. Hein, c'est pas un chiffre qu'on met au hasard comme ça, mais c'est à peu près ça. Pour vivre à peu près correctement aujourd'hui, il faut ça. Donc vous vous rendez compte, on est déjà bien au-dessus du SMIC actuel. Un SMIC qui n'est pas respecté d'ailleurs, enfin pour plein de gens, puisqu'encore une fois, tous ceux qui sont en temps partiel vivent pas, ou des tas de boulots précaires, de toute façon, ne vivent pas avec un SMIC. Donc et cette idée de revenu décent, c'est encore une fois l'idée d'un partage des richesses et donc d'une réappropriation de tout l'argent qui a été détourné entre les mains d'une poignée. Donc c'est tout ce problème-là de remettre en avant ça, cette idée-là, et de ne pas être gêné de défendre ça, d'oser l'affirmer, parce qu'on s'aperçoit qu'au boulot, partout, même dans plein de discussions, où des collègues ou des gens dans les quartiers où on vit, ils disent oui mais quand même de notre côté, quoi. Ouais mais quand même ça fait un peu beaucoup, 1700 € pour tout le monde, ou même un revenu garanti pour des étudiants, ou un revenu minimum pour les travailleurs handicapés, ou pour des retraités, parce que même l'idée de la retraite, on a intégré ça. Quand on est à la retraite, c'est normal, on a un peu moins que quand on bosse, hein, vous avez vu, c'est grosso modo 3/4 de son salaire, et ça c'est quasiment normal. En tout cas on nous explique que c'est normal, parce que quand on vieillit, quand on bosse plus, on a moins besoin d'argent visiblement. Donc c'est tout ça aussi, comment on rencontre ça, comment on arrive à remettre en avant ces idées, qu'il faut qu'on se défende, et que c'est notre dignité, c'est ce que disait Ghislaine tout à l'heure, c'est notre dignité, c'est notre niveau de vie, c'est incontournable. Donc ça, on se rend bien compte qu'en le disant, ça suffit pas, donc il va falloir se battre pour ça, et même mener des sacrées bagarres, parce qu'en fait récupérer ce qu'on nous a volé, ça ne viendra pas tout seul. Et de ce point de vue là, c'est là où c'est pas une question de choix, c'est pas une question de problème technique, c'est pas comme si on pouvait pas faire, c'est vraiment une question de choix politique, mais un choix politique qu'il va falloir imposer, parce qu'on est dans une société où les intérêts économiques ou sociaux sont antagonistes, sont opposés. Il y a ceux qui dirigent, ils ont un intérêt, c'est le profit, c'est accumuler les dividendes, c'est s'enrichir, et l'intérêt de tous ceux qui essaient de bosser ou de ceux qui bossent, c'est d'avoir un revenu décent, c'est d'avoir un boulot, et puis c'est de pouvoir se loger, donc de se soigner, de pouvoir avoir des transports pour se déplacer. Bon. Donc on voit bien qu'on est dans deux logiques inverses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? On voit bien que ça ne peut pas être neutre, quoi. C'est ou l'un qui l'emporte et qui impose sa façon de voir les choses, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les politiques ultralibérales, où c'est notre camp social qui, à un moment donné, est en capacité de relever la tête, de s'organiser et de se battre. Ben, nous, on essaie de représenter cette option-là, cette perspective-là. Et dans cette campagne-là, donc c'est justement la dénonciation du système, et en même temps donc de montrer qu'on a tout intérêt à se battre nous-mêmes pour nos propres intérêts, et donc de reprendre des revendications politiques que constitue donc le programme que nous on essaie de mettre en avant. Donc dans notre programme, il n'y a pas que les questions économiques, il n'y a pas que la question du travail ou de vivre avec, tout ça, il y a aussi la question des services publics évidemment. Bon, ça a été abordé un petit peu, mais en fait nous on le pose sous l'aspect qu'en fait il faudrait qu'il y ait un accès gratuit à tout ce qui est besoin fondamental dans la population. Donc il y a l'accès gratuit aux soins, ça nous apparaît fondamental. Il y a l'accès gratuit y compris au transport public, et qui en même temps serait une réponse à la catastrophe environnementale, à la destruction, enfin à la pollution, et puis on voit bien les logiques de destruction de la planète. Donc le transport gratuit, ça permettrait de sortir du tout voiture, du tout camion, et puis d'avoir une politique un peu cohérente au niveau du transport.
Et puis c'est l'accès gratuit, y compris même au logement. Nous, on pense qu'il faut un service public du logement, il faut que les gens puissent être logés décemment, parce que là, il y a une crise du logement qui est incroyable. Hein. Des millions de logements vides, hein, sans parler des bureaux vides qui servent à rien. Et à côté de ça, des loyers très chers, et puis surtout des logements indécents. Et aujourd'hui, il y a 4 millions de gens en France qui vivent dans des logements exécrables. Hein, sans parler de ceux qui n'ont pas du tout de logement, hein, ou qui sont logés chez des amis ou dans des hôtels provisoirement. Donc il y a vraiment une situation dramatique sur la question du logement, et qui touche tout le monde, hein, parce que ça touche évidemment... Enfin, ça touche tout le monde, quoi. Je vais parler un peu plus loin d'autre chose. Donc ça, c'est pour nous, c'est important même de l'affirmer. Et encore une fois, on va nous dire, mais comment ça se fait, enfin, c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, enfin, c'est irréaliste, tout ça. Ben, si c'est pas qu'elle se soit irréaliste ou pas, c'est que la société, elle doit assurer un minima, un bien-être pour l'ensemble de la population. Et donc le minimum, ben oui, c'est un logement, c'est la santé, c'est un boulot et c'est un revenu décent. Donc ça, c'est des choses pareilles qu'il faut qu'on arrive à remettre au devant et rediscuter, et puis mettre comme une évidence pour nous. Il faut pour nous un service public de l'énergie. Parce que là aussi, c'est incontournable. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des politiques cohérentes qui répondent aux besoins de la population, c'est forcément en enlevant les moyens, en enlevant au capitalisme les moyens de nuire. C'est-à-dire qu'il faut sortir les productions de l'énergie des logiques du privé, de la rentabilité. Donc, et c'est que comme ça qu'on peut arriver à avoir une politique ou un fonctionnement économique qui répondent aux besoins des populations. Donc c'est forcément l'expropriation de gros groupes capitalistes de l'énergie, et c'est ça qui nous permettra à la fois de sortir du nucléaire le plus rapidement possible, et de sortir aussi des énergies fossiles, et en même temps de discuter de comment on met en place des énergies renouvelables, et comment à côté de ça, parce que c'est tout un ensemble de politiques, c'est pas juste une solution, mais comment en même temps on combat les gaspillages de ce monde-là, parce que le monde capitaliste c'est un monde de gaspillage. Alors des gaspillages, on le voit à travers la publicité, à travers justement les transports comme le tout voiture ou le tout camion, et puis l'obsolescence programmée dans les productions. Donc comment on combat tout ça? Et c'est forcément enlever donc des mains des capitalistes ces secteurs-là. Et donc ça c'est important d'arriver à avoir une politique cohérente qui réponde aux besoins de la population, et donc à l'urgence environnementale. Donc ça c'est un aspect de notre politique qu'on appelle nous une écologie radicale ou l'écolo-socialisme. Et puis il y a un autre aspect du programme, je ne détaille pas tout, hein, mais j'essaie de mettre en avant un peu les axes essentiels de notre campagne. L'autre aspect du programme qu'on a, c'est la bataille pour l'égalité des droits pour toutes et tous. Donc c'est à la fois l'égalité des droits, mais en même temps répondre à un danger aujourd'hui dont on voit quelque chose qui est très grave en ce moment, c'est la résurgence des préjugés réactionnaires qui divisent notre camp social. Hein, c'est toutes les formes de racisme, mais c'est aussi l'homophobie, le sexisme. On voit bien que tout ça, ça se traduit par des violences dans la société et dans notre camp social. Donc il y a une bataille à mener contre tout cela, et c'est l'égalité des droits pour toutes et tous. Et ça aujourd'hui c'est important, on le voit, parce que notamment du côté du sexisme, on voit bien les violences qui sont faites aux femmes, et c'est loin de diminuer. On voit bien les écarts de salaire au niveau entre les femmes et les hommes. On voit bien les difficultés qu'il y a pour les femmes de plus en plus avec la précarité. On voit des hôpitaux qui ferment, on voit des maternités qui ferment, on voit des centres IVG qui ferment, qui en réalité remettent de fait en question le droit des femmes à disposer de leur corps par l'avortement libre et gratuit. On voit tous ces problèmes-là, et ça c'est les conséquences d'une crise qui est grave, et qui dégrade les conditions de vie, et qui dégrade aussi, qui remet en cause l'égalité à partir du moment où il y en avait un petit peu, quoi. Et là tout ça ça part en arrière. Donc il y a une urgence à se battre pour tout ça, à combattre donc tous ces préjugés-là, et donc à mener des batailles pour l'égalité des droits. Et dans l'égalité des droits, il y a aussi la question du racisme, où ça a été illustré par le drame vécu par les réfugiés ou les migrants. Hein, où on a vu à nouveau les réponses politiques des partis réactionnaires, hein, en disant bon voilà, on peut pas non plus accueillir tout le monde, c'est pas possible, il n'y a pas assez d'argent déjà pour le peuple français, alors comment voulez-vous qu'on puisse accueillir des gens qui viennent d'ailleurs? Donc voilà, c'est l'idée qu'il vaut mieux fermer les frontières, et puis penser à nous d'abord, et après on verra pour les autres. Et ça, nous on combat ça, c'est pour ça qu'on affirme l'accueil urgent des migrants, à la fois comme réponse urgente au drame humanitaire qui est vécu aujourd'hui, mais au-delà de ça, on pense qu'une société humaine doit être solidaire, et donc on discute qu'il faut la liberté de circulation, la liberté d'installation, il faut un monde où les frontières s'ouvrent. C'est que comme ça qu'on peut arriver à mettre en avant les idées de solidarité, de coopération entre les peuples, et de ce point de vue-là,
on met en avant aussi l'idée internationaliste. On ne peut pas aujourd'hui raisonner derrière des frontières ou penser qu'on peut être protégé derrière les frontières. C'est ce que font les courants réactionnaires tels Le Pen et le Front National ou Fillon ou même, on le voit aussi du côté du Parti Socialiste ou même encore du côté de la gauche, on voit ces préjugés souverainistes, protectionnistes qui essaient de faire croire que finalement on a tout intérêt à se protéger et comme s'il y avait une identité, un peuple français, comme s'il y avait effectivement une identité française. D'ailleurs, il y en a qui le disent carrément, hein, que finalement, bon, voilà, on a une culture judéo-chrétienne, on est blanc quand même, a priori, on est catholique, bon, ben, nous on rejette tout ça, c'est très dangereux parce que c'est faire croire que finalement on aurait un intérêt différent des autres. Ben, nous c'est tout l'inverse, nous c'est la fraternité, la solidarité entre les peuples, donc c'est le combat contre les frontières, parce que si les frontières il y a, ben, nous on les met entre les exploiteurs et les exploités, et c'est vrai que si on devrait défendre une identité, ben, c'est une identité sociale, c'est une identité dans notre camp, celui des opprimés, donc on rejette évidemment tous ces préjugés, tous ces réflexes protectionnistes, hein, même si on le voit, ça devient presque une mode à l'échelle de la planète, parce qu'on voit d'un côté Poutine, on voit de l'autre côté Trump, hein, avec l'Amérique d'abord, et partout on voit bien ça, quoi, que la crise elle produit des préjugés très dangereux pour nous, parce que ça remet en avant cette idée que finalement les peuples ils sont mieux protégés derrière la frontière et donc à s'isoler les uns des autres. Donc nous on a une bataille politique à mener aussi, c'est de défendre l'inverse et de montrer qu'on a tout intérêt justement à défendre la coopération entre les peuples, la solidarité entre les peuples, et cette idée que les peuples ont un même intérêt, une même bataille à mener contre un même adversaire que sont l'ensemble, enfin qu'est le camp capitaliste aujourd'hui à l'échelle de la planète. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une réponse qu'on apporte au niveau de l'Europe, parce que vous avez vu, l'Union Européenne, bon, évidemment, l'Union Européenne, elle est complètement discréditée. C'est un continent, enfin, c'est une structure politique qui n'a su qu'imposer l'austérité au peuple, notamment au sud de l'Europe, hein, la Grèce, l'Espagne, hein, où ce sont des drames encore aujourd'hui en Grèce, hein, où ils ne s'en sortent pas, où malheureusement c'est même un gouvernement de gauche hein, qui continue d'imposer l'austérité. Donc on a vu comment l'Europe se comporte par rapport au peuple européen, on a vu tous les aspects antidémocratiques, de plus en plus antidémocratiques et autoritaires de l'Union européenne. Donc évidemment qu'on rejette cette construction-là, et il faut s'en sortir, mais nous on ne dit pas qu'il faut s'en sortir pour se réfugier dans nos propres frontières, et de ce point de vue-là, on est à l'opposé de ce que peuvent défendre des Le Pen ou tous ces eurosceptiques, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, parmi tout ce qui est très à droite en fait, hein, des 3-4 candidats d'extrême droite ou apparentés. Donc tout le problème c'est aussi de défendre l'inverse, quoi. C'est qu'il faut combattre l'Europe telle qu'elle est, mais défendre cette idée d'une Europe des peuples, d'une Europe solidaire, d'une Europe contre les banquiers, contre les capitalistes. Ça aussi c'est important à mener ces batailles-là, parce que c'est lié avec tout le reste, c'est qu'en fait les opprimés, les populations, elles se battront d'autant plus facilement qu'elles seront libérées un peu de tous les pièges dans lesquels on veut les enfermer, hein, toutes ces barrières-là, tout ce qui peut nous étouffer, tout ce qui peut nous diviser. Donc voilà, c'est aussi toute cette idée il nous faut de l'air, quoi, donc de l'ouverture d'esprit, et donc c'est de l'ouverture des frontières, et il faut arriver à discuter justement de l'intérêt qu'on a en commun par-delà les frontières. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important qu'on mettra en avant dans cette campagne-là. Donc au bout du compte, là c'est à peu près le programme tel qu'on veut le mettre en avant, et c'est vrai qu'après le problème qui est posé pour nous c'est cette question de comment on pourra changer ces choses-là, comment on pourra imposer des véritables politiques sociales, et donc ça c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui à construire, même si on voit bien qu'il y a des résistances, que ces résistances sont nombreuses, que ce soit pour la défense des services publics, pour la défense des emplois, pour les salaires, ou tout ce qui est bataille contre les projets néfastes et destructeurs comme à Notre-Dame-des-Landes, à Bure. Il y a pas mal de ZAD aujourd'hui qui sont en place, qui sont le reflet justement d'une résistance populaire, où partout des populations, des paysans notamment, essaient de défendre leur emploi et en même temps de protéger l'environnement. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a des résistances qui sont là, qui sont nombreuses, mais le problème qui est posé, c'est comment on arrive à réunifier tout ça, et en réunifiant tout ça, c'est aussi la question donc d'un rapport de force et de l'efficacité dans nos propres luttes. On a besoin de faire converger, on a besoin de faire du lien entre tous ces combats-là, et de se convaincre que les batailles sociales, ou les batailles pour les services publics, ou pour l'environnement, ou contre le racisme pour la solidarité avec les migrants, en fait c'est un même combat qu'il faut qu'on arrive à mener ensemble, parce que c'est au bout du compte le combat contre une société qu'on veut nous imposer, contre un monde qu'on ne veut pas,
et à l'opposé, pour un autre monde qui justement soit un monde sans oppression, sans exploitation, et qui protège la planète. Donc c'est ce lien-là qu'on a besoin de faire. Et nous, l'NPA en tout cas, on voudrait être de ceux qui préparent ça, qui discutent de ça et qui posent le problème à la fois de la convergence des luttes, mais derrière ça, c'est comment on peut aussi poser le problème de la construction d'un outil politique dont on a besoin. Parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il faut un cadre, il faut un moyen de s'organiser, de se préparer, de discuter de tout ça, et c'est forcément un outil politique. Alors nous, on appelle ça un parti politique, un parti pour les exploiter, les opprimer. On peut appeler ça autrement, parce que certains disent que le parti, bon, ça a montré que c'était pas bon et qu'il fallait trouver d'autres formes, mais peu importe finalement le nom qu'on pourra donner à ça, mais c'est comment notre camp social il arrive à se réorganiser et quel outil politique il peut élaborer. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on a besoin de ça, et à l'opposé d'ailleurs du projet, enfin du projet ou de la perspective qu'on veut nous remettre en plus sous les yeux, c'est que dans cette campagne-là, vous avez vu que il y a le danger Le Pen, évidemment, puisque le deuxième tour, on nous la présente comme sûr d'être au deuxième tour, et donc avec un risque qu'elle puisse même gagner le deuxième tour, même si ça paraît peu probable selon les sondages, mais enfin bon, le risque est là quand même. Hein. Et à côté de ça, donc, on voit des candidats de gauche comme Hamon ou Mélenchon qui vont nous expliquer qu'il faut absolument voter utile parce que c'est faire barrage à la droite et faire barrage à l'extrême droite. Donc en fait, on nous remet sur le tapis cette idée qu'il faudrait une gauche qui soit réunifiée, qui soit costaud, qui soit au deuxième tour pour empêcher tout ça. Sauf que nous, on marche pas dans cette combine-là parce qu'en fait, on nous a fait le coup combien de fois qu'il fallait faire barrage, et faire barrage c'était forcément voter utile et donc voter pour les gros partis de gauche. Mais on a bien vu la responsabilité qu'ils ont dans la situation actuelle. Et aujourd'hui, ils sont d'ailleurs dans un état de déconfiture parce que le PS n'est même pas capable d'aller au deuxième tour. Enfin, en tout cas, il n'en a visiblement pas les moyens aujourd'hui. Et les deux qui pourraient s'unifier n'ont même pas. Vous avez vu, il y a eu un vrai faux suspense. Hein, est-ce qu'ils allaient être ensemble pour pouvoir faire qu'il y ait une vraie gauche unifiée qui soit présente au deuxième tour? Bon, ben non, même pas, quoi. Ils sont restés divisés. Mais au bout du compte, ça pose aussi le problème politique. À un moment donné, il faut plus chercher de raccourcis. C'est cette idée qu'il ouais, il va falloir que nous-mêmes on prenne la main de tout ça et donc qu'on s'organise et qu'on construise un outil qui nous manque aujourd'hui pour nous défendre réellement. Et faire barrage à l'extrême droite ou faire barrage à la droite dure, qui est représenté aujourd'hui par Fillon, ben, ça, c'est un combat au quotidien. Et c'est un combat contre à la fois les préjugés réactionnaires, et c'est aussi un combat contre toutes les politiques libérales ou politiques patronales. Donc c'est maintenant, et ça revient à cette idée, oui, qu'il nous faut cet outil politique qu'on a besoin de construire, et donc de discuter de ça parmi notre camp, et de faire tomber ces barrières-là, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on milite, ou on milite pas, mais c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui une situation du mouvement social qui est très fragile, très divisée, très émiettée. Donc le problème, il est quand même de discuter de ça, de comment on arrive à recoller des morceaux, comment on arrive à faire tomber toutes ces barrières, tout ce qui peut être boutiquier, sectaire, parce qu'on est pas mal victime de plein de choses comme ça. Donc il y a une urgence, encore une fois, de répondre par l'affirmation de cette perspective-là, de construire un outil commun, tout en préservant des divergences, parce qu'il ne s'agit pas de tout fusionner comme ça, mais n'empêche qu'il y a urgence à discuter ensemble de ça, de construire cet outil-là, pour pouvoir, à un moment donné, changer le rapport de force. Bon voilà, donc l'élection, grosso modo, c'est un peu tout ça qu'on va mettre en avant. On espère au moins réussir à rendre crédibles ces perspectives-là. En tout cas, c'est une bataille, et on sait que de toute façon, ça continuera bien au-delà des élections, parce qu'on aura à faire face à des pouvoirs très durs, et que la seule façon de changer, ça sera changer le rapport de force, et donc ça sera que la population redescende dans la rue, elle se batte ensemble pour imposer une société qu'on espère vivement. Voilà, j'arrête là.